Bonjour, je m'appelle Véronique Gallet, je suis présidente de l'association Action Consommation et je représente aujourd'hui le collectif français contre l'irradiation des aliments. Alors avant d'entrer dans ce sujet, je voudrais dire quelques mots sur Action Consommation qui a pour objet de mettre en avant le pouvoir et la responsabilité des consommateurs, de promouvoir la consommation responsable comme un levier économique, un levier politique et un facteur de transformation individuelle et collective. Et nous attachons aussi à dénoncer la centralité de la consommation dans la société, avec l'objectif de faire éclater, littéralement éclater, le statut de consommateur et de décloisonner les différents rôles qu'on veut nous donner. Alors, Action Consommation est membre de l'Alliance pour la planète depuis sa création au printemps 2006. Alliance pour la planète dont des représentants font partie des négociateurs du Grenelle de l'environnement officiel. Je dois dire que depuis le début, on ne se fait absolument aucune illusion sur l'issue des négociations, entre guillemets, et qu'on peut espérer quelques miettes, éventuellement des grosses miettes. Des mesurettes donc, qui renvoient essentiellement à la responsabilité individuelle des citoyens, en surresponsabilisant les consommateurs, tout en les invitant à consommer toujours plus et en servant les intérêts économiques et financiers des multinationales. Donc, dans ce cadre, pourquoi alors faire partie de l'Alliance ? Il nous apparaît intéressant d'une part de participer à cette dynamique et de faire peut-être contribuer modestement à l'évolution ou à la prise de conscience interne des enjeux au-delà des petites fleurs, des petits oiseaux, pour certaines associations, et puis de contribuer à la sensibilisation des citoyens de façon générale à travers des débats citoyens. Et c'est à ce titre que nous sommes signataires de l'appel à des Grenelles de l'environnement alternatif et citoyen, et que nous sommes co-organisateurs du Forum alternatif et citoyen qui aura lieu le 21 octobre prochain à Paris. Je vous invite à consulter le site altergrenelle.fr. Alors, je vais passer maintenant à l'irradiation des aliments. Donc, le collectif français contre l'irradiation des aliments rassemble une vingtaine d'organisations, dont des associations qui font partie de l'Alliance pour la planète, comme les Amis de la Terre, la Confédération paysanne ou Action Consommation, et des associations qui sont restées en dehors du Grenelle, comme ATTAC, la CRIRAD ou le réseau Sortir du nucléaire. Donc le collectif ne participe pas au Grenelle, la thématique n'est d'ailleurs pas évoquée dans les thèmes principaux, et nous préparons indépendamment une campagne pour la prochaine semaine internationale contre l'irradiation des aliments fin novembre. Et je vous invite à consulter là aussi le site irradiation-aliments au pluriel.org. Alors c'est une thématique qui est méconnue, c'est le titre de ma contribution, et méconnue et emblématique, et d'ailleurs je remercie les organisateurs de nous donner l'occasion d'en parler aujourd'hui. Alors, l'irradiation des aliments, c'est un procédé, une technologie nucléaire qui est utilisée pour décontaminer les denrées, ralentir le mûrissement, inhiber la germination des produits et conférer une meilleure conservation, souvent seulement en apparence. Elle est souvent présentée comme une technique moins nocive que d'autres modes de conservation industrielle, comme les produits chimiques par exemple, mais elle permet surtout de contourner, au moins en partie, l'usage des produits chimiques, et elle est plus souple d'utilisation que la surgélation et peut être appliquée à quasiment tout type de produits. Donc ça permet un traitement de long terme, des déplacements sur longue distance, on rejoint la thématique précédente, des stockages de longue durée, et c'est une technologie multi-usage particulièrement appropriée pour l'économie moderne, entre guillemets, mondialisée et pour le développement des échanges internationaux. Alors, les risques sanitaires ne sont pas moindres puisque ça détruit les vitamines dans les aliments, enfin, à différents degrés selon les doses d'irradiation et selon les produits. Mais au-delà de ça, il y a aussi des risques de cancérogénèse et de mutagénèse qui ne sont pas suffisamment étudiés. Et c'est une technique qui peut être utilisée aussi comme substitut à de bonnes méthodes sanitaires de production. Donc, il y a aussi évidemment les risques liés au fonctionnement des installations nucléaires, au transport de matières nucléaires, aux dommages liés au mode de production et de distribution industrielle, dont on a déjà largement parlé, et ce sont aussi des risques socio-économiques à travers la délocalisation des productions vers des pays à bas coût
et puis des risques liés à la spécialisation des productions avec l'extension de monocultures et de cultures intensives et, in fine, une aide à la concentration des entreprises qui renforce les multinationales dont le pouvoir économique, financier et politique constitue une menace pour la démocratie. Alors, en termes de réglementation, on pourrait être heureux en Europe d'avoir une réglementation restrictive, mais en fait, c'est une réglementation alibi, pourrait-on dire, avec une liste courte d'aliments autorisés. Ce sont les herbes aromatiques séchées, les épices et les condiments végétaux. Mais comme les pays de l'Union européenne ne sont pas parvenus à se mettre d'accord, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et c'est de cette façon que la France a obtenu des dérogations qui sont toujours en cours et qui concernent tout un tas de produits comme l'oignon, l'ail, l'échalote, les légumes et les fruits secs, les flocons et les germes de céréales pour les produits laitiers, la farine de riz, qui est souvent utilisée dans les aliments pour bébés, la gomme arabique, la volaille, les cuisses de grenouille congelées, le sang séché, le plasma, les crevettes et des additifs alimentaires. Alors, très souvent, on ne sait pas tout ça. Tous les ans, la Commission européenne est chargée d'établir un rapport sur les contrôles effectués dans les différents pays, sur deux parties. D'une part, les quantités irradiées dans les pays de l'Union, et d'autre part, des contrôles sur les quantités, sur les produits commercialisés. Alors, en 2005, pour donner comme exemple le dernier rapport disponible, sur 10 États membres qui disposaient d'unités d'irradiation, seuls 8 États ont communiqué leurs quantités, qui ne sont pas énormes, mais par exemple l'Espagne et l'Italie, qui autorisent l'irradiation, n'ont pas donné leurs renseignements. Donc on sait très bien que l'Espagne et l'Italie sont fortement producteurs de produits frais, et on peut se poser des questions. Concernant les contrôles au stade de la commercialisation, sur les 25 pays de l'Union, seuls 16 États membres ont déclaré avoir procédé à des contrôles en 2005, avec un taux de produits frauduleux de 4%, en forte croissance puisqu'il était de 1,4% en 2001. Et en France, la situation n'est pas meilleure puisque les contrôles sont quasiment inexistants, alors qu'en Allemagne, on procède à 4000 contrôles chaque année. En France, on est arrivé péniblement à une centaine en 2006, dont 10% tout de même étaient frauduleux. Alors certes, c'est pas représentatif, une centaine de contrôles, mais là aussi, ça devrait nous inciter à être beaucoup plus prudents. Donc, on ne peut connaître ni la quantité de denrées alimentaires irradiées dans l'Union, et a fortiori en France, on a la connaissance sur les quantités, mais pas dans l'Union de façon générale, et on ne connaît pas le volume de produits irradiés effectivement commercialisés, qui doivent être étiquetés, mais qui, quelquefois, ne le sont pas. Alors, ce qui rend les choses un peu moins mystérieuses, c'est que le Codex Alimentarius, que vous connaissez certainement, autorise l'irradiation pour tout type de produit, et quasiment sans limite de dose. Le Codex Alimentarius, donc la commission FAO-OMS, se base pour cela sur des rapports d'une commission mixte de la FAO, de l'OMS et de l'AIEA, qui a pour mission de promouvoir les usages pacifiques de l'énergie nucléaire. Et Roland Desbordes nous parlera tout à l'heure des actions qui sont menées pour dénoncer cette alliance de l'OMS avec l'IAEA. Alors, on risque une plainte de pays tiers devant l'ORD pour refus d'importation de produits irradiés, comme ça a été le cas sur la viande aux hormones, par exemple. Donc, on peut comprendre aussi pourquoi on est peu empressé pour conduire des contrôles. Donc, on fait face ici à des lobbies puissants et bien organisés, donc les lobbies du nucléaire, avec le programme mixte de la FAO et de l'AIEA, c'est le sigle anglais, des techniques nucléaires dans l'alimentation. On a aussi une association internationale pour l'irradiation qui rassemble l'AIEA, encore une fois, des entreprises spécialisées dans l'irradiation, des consultants, etc., et qui a pour objectif de promouvoir toutes les techniques d'ionisation, c'est un autre terme pour irradiation, et qui travaille à l'harmonisation des réglementations, ça c'est un gros point du travail de lobby, et à la défense de l'industrie face aux avancées de la régulation, les méchants États qui veulent limiter les produits commercialisés. Il y a aussi un conseil international pour l'irradiation des aliments, etc. Il y a aussi, évidemment, l'industrie agroalimentaire qui bénéficie de normes définies par des institutions internationales et régionales,
sous couvert de sécurité sanitaire pour les consommateurs. Nous verrons aussi avec Nature et Progrès tout à l'heure. Alors, actuellement, il y a une prolifération insidieuse avec une explosion littérale des installations d'irradiation dans les pays du Sud notamment. La Chine est passée de 7 installations en 2003 à 50 en 2006. L'Inde a prévu de se doter de 25 installations supplémentaires d'ici 2012. Et le Mexique est en train de construire la plus grande installation d'irradiation au monde. Bon, pour ces pays, c'est une bonne opportunité d'écouler leur production sur le marché international, qui était autrefois plus difficilement accessible à cause de la durée du transport et des contraintes correspondantes en termes de conservation des produits. Les États-Unis encouragent cette dynamique, je vais terminer très rapidement, en signant un type d'accord spécifique, des accords bilatéraux qui se multiplient actuellement, et donc ils ont un type d'accord spécifique concernant les échanges de produits alimentaires irradiés, et ça leur permet de promouvoir l'utilisation de l'irradiation à travers le monde et indirectement sur leur propre marché intérieur, en dépit d'une opinion publique méfiante. Alors on voit que l'irradiation des aliments accompagne idéalement le développement de l'industrie agroalimentaire mondialisée pour le plus grand intérêt des grandes firmes internationales du secteur. Et alors pour ce qui est de la situation en France et de la mobilisation des institutions, bon, c'est un sujet qui n'a pas été abordé dans les gouvernements précédents. Nicolas Sarkozy, qui avait été interpellé au moment de la campagne présidentielle, n'a pas du tout répondu. Et donc le collectif demande des contrôles significatifs, la modification de la liste des aliments autorisés en France pour au moins revenir à la liste courte européenne. On demande aussi la mise en place d'une commission d'enquête sur les fraudes et l'attribution de fonds pour une recherche indépendante et transparente sur les effets pour la santé de la consommation d'aliments irradiés. Et au-delà, la France devrait peser dans les instances internationales pour obtenir la prise en compte des enjeux transversaux liés à l'usage de cette technologie.